Parfait, on va débuter. Alors, bonsoir à tous, à toutes, là. Merci d'être parmi nous ce soir pour une deuxième séance là, qui est dans la foulée là, du plan régional des milieux humides et hydriques. Ce soir, c'est particulier. On s'adresse, on est en assemblée publique de consultation pour une modification au schéma d'aménagement et de développement révisé. Ça va être en lien là, justement là, pour la mise en œuvre dans le temps du plan régional des milieux humides et hydriques, le PRMHH. Je me présente. Bon, on s'est déjà vu pour plusieurs la semaine dernière, mais je suis Alexandra Mauger. Je suis conseillère en consultation publique au service de l'interaction citoyenne. Je vais être accompagnée en ligne là, de ma collègue Marie Lagier, qui est chef d'équipe en consultation publique. Oui, pour rappel, là, on est ce soir en salle et en ligne. On a une dizaine de personnes en salle et en ligne, je vois environ une quinzaine de personnes. Puis, pour bien nous accompagner ce soir, là, on compte sur la présence de Mme Marie-Pierre Boucher, qui est membre du comité exécutif responsable de la planification d'aménagement du territoire à la Ville de Québec et membre de la commission consultative sur le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Québec. Également, Mme Julie Deslandes, qui est conseillère en environnement, Mme Naomi Mann, qui est conseillère en urbanisme. Puis, nous avons aussi Mme Marilyn Pedneau, qui est directrice de section sur la question de l'eau. Et enfin, à distance, j'ai M. François Trudel, là, qui est directeur du service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Donc, on va tout bien vous expliquer ça ce soir, comment ça se déroule, là, une consultation publique puis une modification au schéma d'aménagement. Donc, je vais laisser le soin là, à Naomi de vous présenter le tout. Juste pour rappel, vous savez, là, on a fait pour avoir attirer un maximum de gens ce soir, on a utilisé plusieurs moyens de communication. Il y a eu communiqué, site web, on a mis les informations sur le site web, des diffusions sur les réseaux sociaux, des actualités dans les pages des arrondissements, envoi à des listes d'abonnés. Je pense que vous avez reçu plusieurs courriels de ma part dans les dernières semaines. Merci de votre patience. Puis la diffusion là, d'un visuel sur le réseau d'écran. La présentation de ce soir, elle est enregistrée. Elle va être rendue disponible sur la page web du projet dès demain, ainsi que la présentation PowerPoint. Puis comme vous le savez, vous pouvez aussi également retrouver le sommaire décisionnel puis le projet de règlement sur cette même page. Voilà, j'ai fait une présentation rapide. Le déroulement, la séquence de ce soir va être assez traditionnelle. Donc, on va avoir la présentation là, du projet de modification du schéma. On va pouvoir poursuivre avec une période de questions. On va prendre les commentaires. Les commentaires font l'objet d'un rapport pour cette consultation. Puis également, là, si vous souhaitez avoir plus de temps pour formuler votre commentaire, l'Assemblée de ce soir, elle est suivie d'une consultation écrite en ligne sur 7 jours, donc jusqu'au 9 novembre. Voilà, c'est tout. Donc, je vais laisser Mme Boucher ouvrir la séance. Merci. Donc, bonsoir à vous en présence et aux gens en ligne. Je pense que la table, elle est bien mise. Tout de même, comme je le mentionnais la dernière fois, on a une équipe qui a travaillé très fort pour arriver à déposer un plan régional des milieux humides et hydriques en collaboration avec beaucoup de partenaires, des partenaires du milieu, donc qui nous permet d'arriver avec un projet aujourd'hui et la modification au schéma d'aménagement qui vient avec. Donc, je vais laisser l'équipe faire la présentation du tout et je demeure à l'écoute. Merci. Parfait, merci beaucoup. Donc, Naomi, tu peux débuter. Parfait, donc bonjour. Merci d'être présent ce soir. Donc, je commencerai par vous expliquer en fait pourquoi on modifie le schéma d'aménagement aujourd'hui. Donc, en fait, c'est la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques venant modifier plusieurs lois qui nous amènent à faire ceci. En fait, d'abord, comme vous le savez sans doute, la semaine dernière, on vous a amené en séance d'information en lien avec le plan régional des milieux humides et hydriques. Donc, c'était une obligation. En fait, l'agglomération devait produire un plan régional des milieux humides et hydriques afin de réaliser une réflexion stratégique qui vise à intégrer la conservation des milieux humides et hydriques à la planification de l'aménagement du territoire en favorisant un développement durable et structurant. Donc, en fait, ce projet de plan régional a été adopté au Conseil d'agglomération le 4 octobre dernier.
Puis, la deuxième action que nous devions poser là, conséquemment à cette dernière, c'était d'assurer la compatibilité du schéma avec le plan régional. Donc, c'est ce qu'on vise à faire là, avec le projet de règlement proposé ce soir. Donc, l'ensemble des modifications le porteront en fait d'une part sur justement le plan régional, donc s'aligner, là, être cohérent dans nos différents documents de planification. Donc, en fait, ce que le schéma prévoit actuellement, donc avant le projet de règlement qu'on vous présente ce soir, ce sont deux grandes orientations qui visent les milieux humides et hydriques. La première, à la section 4.4 du schéma d'aménagement, pardon, c'est celle de capital durable. Donc, on parle de valoriser et préserver le patrimoine et les milieux d'intérêt. Ce que le schéma dit, c'est que le schéma protège et met en valeur le caractère patrimonial et écologique des milieux d'intérêt à l'échelle de l'agglomération du Québec. Et on vient introduire en fait des territoires d'intérêt écologique et des corridors récréotouristiques. En fait, l'objectif de cette section-là, c'est vraiment de mettre en valeur les territoires là, qui sont définis et illustrés en cartographie. La deuxième grande orientation qui vise les milieux humides et hydriques, c'est celle de capitale résiliente, donc protéger les personnes et les biens. Et ce que le schéma vient dire, c'est de mettre en place les conditions pour veiller à la santé et à la sécurité publique, ainsi qu'au bien-être de la population. Donc, d'une part, on retrouve une sous-section sur les contraintes naturelles liées au milieu hydrique. Quand on parle de milieu hydrique, là, on parle de rives, de littoral et de zones inondables. Donc, en fait, cette sous-section-là vient établir les bases là, pour délimiter et mettre à jour les connaissances. C'est l'objectif premier. Puis, on a également une sous-section sur les prises de captage d'eau potable. Donc, l'objectif de cette section-là, c'est d'offrir une eau de qualité et en quantité suffisante. Je voulais mettre en lumière, en fait, également les récentes modifications qui ont été apportées au régime d'encadrement provincial concernant les milieux humides et hydriques. Donc, le projet de loi 67 qui a été sanctionné en 2021 est venu faire en sorte que la loi sur la qualité de l'environnement octroie des nouveaux pouvoirs au gouvernement et entraîne, en fait, des nouvelles responsabilités au ministre de l'Environnement. Donc, en fait, l'objectif de cette réforme réglementaire-là, c'était de diminuer la vulnérabilité des personnes et des biens. Puis, la raison pour laquelle je viens vous expliquer tout ça, c'est que ça a une conséquence directe sur ce que nous, on peut faire en tant que municipalité. Donc, on est venu vraiment réajuster là, les responsabilités de chacune des organisations. Donc, dans les nouveaux pouvoirs qui ont été octroyés et mis sous la juridiction en fait du ministre, on retrouve l'établissement des limites des zones inondables et des cours d'eau. Donc, vous comprendrez que c'est quand même significatif. Auparavant, c'était la municipalité qui établissait les limites de ces cours d'eau. Maintenant, ça se retrouve du côté du gouvernement. Puis ensuite, on est venu moderniser l'ensemble du cadre normatif applicable aux rives, au littoral et aux zones inondables. Et plus spécifiquement, en fait, on est venu abroger la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, donc la PPRL-PI, qui existait. On est venu la remplacer par un règlement gouvernemental d'application municipale. Donc, c'est le gouvernement qui édicte et qui met en place les dispositions et la ville doit les appliquer. Donc, en fait, comment on fait pour passer du PRMHH au schéma? Je reviens à notre sujet initial. On a réalisé, comme vous le savez, plusieurs activités de participation publique pour mener au plan régional. Donc, on a eu environ 30 rencontres du comité technique d'élaboration du PRMHH auquel vous avez peut-être participé. Ensuite, on a tenu 6 rencontres de la commission consultative sur le schéma. On a également tenu 10 consultations ciblées avec les parties prenantes, des sondages et des mesures, en fait, des séances d'information dont la plus récente s'est tenue la semaine dernière. Et en fait, ce qui est ressorti de ces nombreuses activités de participation publique, ce sont 4 principaux enjeux, 7 grandes orientations et 40 actions qui sont regroupées dans le plan régional, dans le projet de plan en fait.
Donc, si on fait un survol des grandes orientations, on trouvait important de les mettre en lumière parce que c'est sur celles-ci que les modifications proposées au schéma d'aménagement s'appuient. Donc, la première, c'est conserver les milieux humides d'intérêt. Donc, on a une cible de 98 %. La deuxième, saisir les opportunités de conservation des milieux humides et hydriques pouvant impliquer leur restauration. Ensuite, on a l'objectif la grande orientation de consolider les corridors écologiques riverains, limiter l'imperméabilisation et atténuer ses effets sur la quantité et la qualité de l'eau, protéger et améliorer la qualité de l'eau, raffiner la connaissance sur les milieux humides et hydriques et finalement réaliser une veille stratégique et sensibiliser tous les acteurs à l'importance du maintien du rôle naturel joué par les milieux humides et hydriques. Donc, on peut le voir au bas de l'écran, là, on a regroupé en fait ces grandes orientations touchent les grands thèmes d'éviter, compenser, connecter, infiltrer, protéger et connaître en fait davantage sur nos milieux humides et hydriques. Donc, si on se plonge dans le cœur du sujet, donc le projet de règlement qui modifie le règlement de l'agglomération sur le schéma d'aménagement et de développement révisé relativement aux milieux humides et hydriques, donc le RAVQ 1584. Dans un premier temps, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, il y a deux grandes orientations qui viennent aborder les milieux humides et hydriques. Donc, ce sont ces deux grandes orientations que nous modifions aujourd'hui. Donc, au chapitre 4, la première des grandes orientations, capital durable, on est venu en fait ajouter un encadré qui vient simplement introduire le plan régional des milieux humides et hydriques 2023. Donc, on est venu vraiment introduire la démarche d'élaboration, parler très brièvement là, de cette obligation qui découle du gouvernement. Ensuite, on est venu ajouter une sous-section sur les milieux humides et hydriques. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on fait le portrait des milieux humides et hydriques d'intérêt. Ensuite, on est venu également établir là, des orientations et des objectifs qui sont liés à la conservation de l'ensemble des milieux humides et hydriques. Donc, ces orientations-là et ces objectifs-là sont intimement liés à ceux trouvés dans le PRMHH. Puis, on est venu établir des objectifs spécifiques en lien avec ces milieux humides et hydriques. On est aussi venu introduire les deux cartes. Donc, la première étant les milieux hydriques. La première étant les milieux hydriques d'intérêt, donc la carte 21.1 et la carte 21.2, les milieux humides d'intérêt. Donc, on les verra dans quelques instants. Pour vous présenter plus spécifiquement les orientations qui sont liées à l'ensemble des milieux humides et hydriques, en fait, on parle de soutenir l'objectif du gouvernement provincial, donc l'objectif de aucune perte nette qu'on vous présentait la semaine dernière. Ensuite, on souhaite privilégier la conservation des milieux humides et hydriques, c'est-à-dire les deux premières étapes là, de la séquence d'atténuation, donc éviter ou minimiser. Puis, on est également venu stipuler qu'on souhaite favoriser la conservation de corridors riverains élargis afin de constituer des espaces multifonctionnels. Plus spécifiquement, les objectifs qui sont rattachés à ces grandes orientations, c'est celle de réaliser les développements qui minimisent l'impact sur l'environnement et celles qui valorisent en fait les caractéristiques naturelles du site. Ensuite, on a favorisé la conservation et la pérennité des milieux humides et hydriques dans les espaces développés, conserver de grands noyaux de milieux interconnectés plutôt que plusieurs petits milieux isolés, valoriser les bienfaits générés par ces milieux pour les citoyens et la biodiversité et finalement favoriser la compensation des pertes in situ lorsqu'elles sont inévitables selon les dispositions énoncées là, par le règlement sur la compensation pour l'atteinte aux milieux humides et hydriques. Donc, vous trouverez la carte 21.1 dans le projet de règlement qui illustre les milieux hydriques d'intérêt. Puis, on a également la carte 21.2 qui illustre les milieux humides d'intérêt. Donc, la carte 21.2 vous semble peut-être familière. C'est exactement celle qui se retrouve, qu'on vous a présentée la semaine dernière, la 21.1 également. Donc,
Ensuite, dans la section capitale résiliente, on est venu faire la révision sur les contraintes liées au milieu hydrique. Donc, c'est pour ça que je vous ai présenté un petit peu plus tôt là, les différentes responsabilités qui ont changé entre le gouvernement et les municipalités. Donc, ici, on est venu ajuster, bref, ce qu'on proposait autrefois par rapport à nos nouvelles responsabilités, nos nouvelles compétences, en fait, ou les compétences qui nous ont été retirées. Donc, on est venu introduire le nouvel encadrement provincial et la responsabilité du ministère de l'Environnement pour la délimitation des zones inondables. Ensuite, on a ajusté les objectifs qui sont liés au risque d'inondation et les objectifs spécifiques qui sont liés au milieu humide d'intérêt aussi qui se retrouvent dans cette section-là. On est également venu ajouter une section sur les contraintes liées au milieu humide. Donc, on introduit le contexte législatif. On introduit également le pouvoir qu'on a de réglementer. En fait, c'est ça, le pouvoir de réglementer, les usages et les constructions compte tenu de la proximité des milieux humides. Donc, c'est ce que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme nous permet de faire. On est venu dire qu'on avait le droit finalement. Puis ensuite, on est venu intégrer l'objectif de préservation des milieux humides d'intérêt tel qu'on vous l'a présenté dans le plan régional. On est également venu modifier le plan d'action du schéma d'aménagement pour s'attacher en fait aux grandes orientations et aux objectifs qu'on mettait en place. Donc, encore une fois, le plan d'action est divisé en fonction des différentes grandes orientations. Donc, on retrouve ici aussi la capitale durable. Alors, on est venu apporter des modifications de certaines actions qui sont liées au territoire d'intérêt. Donc, on a intégré l'adoption du PRMHH, puisqu'auparavant, on venait dire que l'agglomération devait élaborer. Maintenant, l'agglomération a adopté son projet. Et on est venu supprimer l'intention de cartographier les cours d'eau. Et je veux le rappeler, en fait, cette suppression de cette intention-là, c'est seulement lié au fait que la municipalité n'a plus la compétence de cartographier les cours d'eau et que ça se retrouve maintenant dans la cour du gouvernement. Ensuite, on est venu ajouter et faire des ajustements aux objectifs spécifiques liés au milieu humide et hydrique et à la qualité de l'eau. Donc, on a ajouté là, des actions spécifiques pour ces objectifs-là. Puis, dans le plan d'action de la capitale résiliente, on a retiré un objectif, donc toujours le même. Ça semble redondant, mais il y a quand même des petites nuances. Là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans capitale durable, la grande orientation se rattache vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, à la mise en valeur. Et dans capitale résiliente, c'est davantage la protection des personnes. Donc, les objectifs sont très similaires, mais ont des finalités différentes. Donc, on a retiré ici aussi la mise à jour des codes de crue et la cartographie des zones inondables. Ensuite, on est venu ajuster aussi les objectifs liés au risque d'inondation. Donc, on est venu dire qu'on collaborait pour la cartographie plutôt que la réaliser nous-mêmes. Et on vient retirer la mise en place d'outils réglementaires relatifs aux zones inondables, considérant que le gouvernement a maintenant mis en place un règlement provincial d'application municipale. On a ajouté l'objectif de préservation des milieux humides d'intérêt pour se conformer au plan régional et on a ajouté une action qui est associée à cet objectif. Puis, en fait, finalement, on est également venu insérer une nouvelle annexe, donc l'annexe 8 dans le volume 1 du schéma d'aménagement qui illustre la méthodologie d'identification des milieux humides et hydriques d'intérêt, donc les deux nouvelles cartes qu'on est venu introduire. Donc, on parle d'identification des services écologiques qui est priorisée et également, on retrouve cette classification-là en 8 catégories selon les caractéristiques particulières qui permettent de soutenir la préservation des services écologiques identifiés. Donc, en fait, ces 8 catégories-là sont exactement les mêmes que vous retrouverez dans le plan régional. Donc, si on parle des prochaines étapes, Alexandra l'a mentionné un petit peu tout à l'heure, mais en fait, une consultation écrite aura lieu du 3 au 9 novembre pour recueillir vos commentaires après les commentaires qu'on recevra également aujourd'hui, j'imagine. Puis, en fait, l'adoption du règlement, modifiant le règlement sur le schéma, donc les modifications qu'on vous propose aujourd'hui,
est visé pour décembre 2023, bien entendu. Et comme on vous a mentionné la semaine dernière, en fait, l'objectif est de viser une deuxième modification du schéma, donc plus particulièrement le document complémentaire, c'est-à-dire les normes qui seront opposables aux citoyens en 2024, mais cette cible est bien entendu tributaire, en fait, de l'évolution du cadre législatif et légal là, qui est en cours, en fait, du côté de l'Assemblée nationale. Voilà, merci. Merci beaucoup, Naomi. Juste préciser aussi, dans le formulaire de consultation écrite, là, s'il y a des mémoires qui ont été rédigées, il y a aussi une option là, pour déposer des fichiers. Donc, merci beaucoup. On va pouvoir enchaîner là, dès maintenant. Il est 7h20, il est encore très tôt. On va pouvoir enchaîner là, avec la période de questions et de commentaires. Ce soir, là, je compte en fait 8 personnes dans la salle. J'en vois, bon, ça bug bien sûr, mais il y en avait, on a à peu près 24 spectateurs en ligne aussi, donc on va essayer de peut-être alterner 2 questions en ligne, une question en salle. Donc, on peut débuter. Je vois déjà, je vois personne qui se lève dans la salle, donc je vais débuter avec une première question que je vois en ligne de Mme Stéphanie Allard. Elle demande: la limite des milieux humides évolue. Comment la cartographie des milieux humides d'intérêt sera intégrée dans le schéma? Quelle démarche un requérant devra-t-il faire pour modifier cette limite? Quels seront les délais? Parfait. Donc, en fait, la cartographie des milieux humides et hydriques d'intérêt, bien entendu, c'est ça, elle est fixe, elle est intégrée telle quelle au schéma. Par contre, lors en fait, d'éventuelles demandes de permis ou pour des travaux, c'est bien entendu qu'une caractérisation écologique pourrait être exigée selon les méthodes que vous connaissez. En fait, la méthodologie là, qui est bien identifiée par le gouvernement. Puis en soi, en fait, la cartographie qui est intégrée là, aujourd'hui au schéma, on sait qu'elle est amenée à évoluer, mais ne sera pas modifiée là, à chaque fois qu'on recevra une caractérisation écologique des requérants. Je laisserai peut-être Julie compléter. Moi, je peux dire quelque chose aussi, là. Ben, la carte, c'est une intention, une identification des milieux, c'est des limites plutôt réalisées par la photo-interprétation. Cette carte-là n'est pas opposable aux citoyens. Elle identifie les milieux d'intérêt, mais elle ne vient pas de définir les règles. Ce sera par la suite, quand il y aura un règlement, qu'on viendra préciser aux gens comment modifier la limite s'ils font des travaux. Mais pour le moment, ce n'est pas l'objet de la modification d'aujourd'hui. Parfait, merci. On peut continuer. Je ne vois pas. Vous pouvez vous, vous pouvez vous approcher, ne soyez pas gênés. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant en ligne ou de commentaires. Je peux vous laisser. On peut vous laisser quelques instants. Quelqu'un se lève en salle. Allons-y. Bonjour, merci pour cette présentation. Mon nom est Denise Lier. J'ai compris que la carte des milieux humides et la carte des milieux hydriques d'intérêt va maintenant faire partie du schéma d'aménagement. Qu'en est-il des milieux humides et hydriques qui n'ont pas été identifiés comme d'intérêt? Est-ce qu'il n'est pas souhaitable dans le cas du schéma d'aménagement d'avoir quand même une intention de les protéger si c'est possible, quand c'est possible, même s'ils sont peut-être un peu moins... Ils répondent pas aux critères. C'est ça, qui répondent moins aux critères, mais pourraient quand même avoir... il y a des avantages à les conserver. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas. On comprend bien. Allez-y. Oui, bien, tout à fait. Les milieux humides, ils jouent tous des rôles. Là. Dans le travail du plan régional, il fallait vraiment identifier c'est quoi nos priorités en termes de conservation. Puis ça, on a été quand même assez généreux là, dans l'identification en repérant 86% des superficies de milieux humides comme étant d'intérêt. Maintenant, pour les autres milieux, on ne voulait pas
laisser ça sous silence. Là. Les milieux apparaissent sur la carte également, même s'ils ne sont pas d'intérêt tel qu'identifié dans le plan. Puis il y a également des orientations, des objectifs là, de conservation pour vraiment valoriser là, la séquence, éviter, minimiser les impacts. Fait que, tu sais, ça, on voulait vraiment... Ça ne se limite pas au milieu d'intérêt, ça. Non, C'est c'est vraiment pour l'ensemble des milieux humides et hydriques. Ça va vraiment être inséré directement là, dans le schéma d'aménagement comme étant une orientation qui va guider là, les décisions. C'est sûr que il peut y arriver que ce ne soit pas possible d'éviter, mais c'est une orientation, puis il y a des objectifs qui sont identifiés là, pour ces milieux-là dans le schéma. Merci, ça répond à ma question. Merci. 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 On va poursuivre. J'ai une question de Mme Mireille Grégoire. Qui est responsable de l'application du respect du nouveau schéma auprès des entrepreneurs privés? En fait, comme on l'a mentionné, ici, le volume 1 du schéma vient établir les grandes orientations et les objectifs. Et en fait, ce volume-là n'est pas opposable aux citoyens, donc il ne contient aucune norme qui doivent, en fait, qui sont opposables aux citoyens. Donc, c'est vraiment dans le document complémentaire quand on introduira des normes que ce sera effectivement, en fait, la municipalité devra transposer ces normes. Les municipalités de l'agglomération devront transposer ces normes dans leur règlement de zonage, par exemple, respectifs. Puis, ce sera à ce moment-là la responsabilité de chacune des municipalités de faire respecter ces normes. Donc, pour l'instant, les orientations et les objectifs sont énoncés par l'agglomération et on entend bien... En fait, on espère qu'elles seront bien regardées et analysées, mais il n'y a aucune disposition normative là, qui est introduite au schéma pour le moment. Puis peut-être, ça me titille un petit peu, peut-être juste préciser parce que Mme Grégoire indique le nouveau schéma. Le schéma, il n'est pas nouveau. Comme juste peut-être expliquer c'est quoi dans l'ordre juridique le schéma. Oui, donc en fait, le schéma d'aménagement existe. Il a été révisé là, en 2019, entré en vigueur, là, adopté en 2020. Donc, celui que vous avez entre les mains, c'est celui de 2020. Aujourd'hui, on vient modifier certaines sections de ce schéma-là. Puis, vous retrouverez dans le projet de règlement également des sections complètes. Donc, il y a des parties de ce que vous retrouverez dans le projet de règlement qui n'ont pas été touchés du tout. Par exemple, vous y retrouverez aussi là, dans la même section, donc dans les orientations capital durable et capital résilient, des sections sur les fortes pentes, les secteurs à potentiel karstique. Ces sections-là n'ont pas été modifiées là, du tout, mais puisque les modifications en lien avec les milieux humides et hydriques là, se trouvaient dans ces sections-là et qu'elles étaient suffisamment substantielles pour inclure là, la section au complet, c'est le choix qui a été fait. Mais ce sont vraiment là, des parties des chapitres 4 et 7 qui ont été modifiés et non intégrés entièrement. Merci beaucoup de ces précisions. Je vais prendre une autre question en ligne, puis après ça, on pourra prendre la question en salle. Monsieur Lagacé, dans le domaine protection de biens et des personnes, contraintes naturelles, dans la section, est-ce que les zones de débordement et de déversement occasionnées par des épisodes récurrents de pluie seront considérées? Zones inondables? Oui, exactement. Je pense qu'on fait référence aux zones inondables ici. Donc, en fait, non. Pour l'instant, là, il y a, en termes de zones inondables, en fait, comme je l'ai mentionné, c'est vraiment le ministère de l'Environnement qui est responsable de cartographier et de délimiter les zones inondables. Donc, lorsqu'il y a débordement de pluie, et l'autre exemple dont je ne me souviens plus, en fait, ce ne sera pas ajouté. Donc, la cartographie qui est au schéma, les zones inondables qui sont illustrées au schéma vont demeurer telles quelles et vont être révisées, en fait, là, par le gouvernement ou un de ses mandataires dans les prochaines années ou, en fait, les prochains mois, tout dépendant de quel cours d'eau. Parfait, merci beaucoup. En salle? Vous pouvez vous présenter aussi. David Vien, Oui. du Conseil général de l'environnement. Là, si je comprends bien, les modifications chez l'aménagement ne sont pas opposables aux citoyens et les changements qui vont être opposables aux citoyens vont être l'année prochaine.
entre-temps, pourquoi on n'a pas choisi de faire un règlement de contrôle intérimaire pour bloquer le développement dans ces milieux-là, pour pas qu'ils se perdent, qu'il y ait des demandes de permis qui se fassent entre-temps, qu'il y ait une course au permis comme il y a pu avoir lors d'autres épisodes par le passé. Parfait, merci. Naomi? Oui, en fait, vous le savez peut-être, puis je l'ai déjà mentionné en fait à plusieurs reprises depuis la semaine dernière, mais avec le projet de loi 22, la loi concernant l'expropriation, il y a beaucoup de changements présentement qui s'opèrent dans la sphère juridique. Donc, pour l'instant, en fait, l'agglomération a choisi de laisser évoluer il y a beaucoup d'incertitudes, en fait, c'est ce qu'il faut savoir. Il y a certains risques aussi pour l'agglomération, pour les municipalités dans cette incertitude. Donc, c'est la raison pour laquelle l'agglomération a choisi là, d'attendre l'évolution du cadre. Par contre, ce qu'il faut considérer, c'est que les milieux humides sont déjà protégés là, en grande partie sur notre territoire, soit par le règlement de contrôle intérimaire de la communauté métropolitaine. On a également le régime d'autorisation provinciale là, qui est en place et qui protège les milieux humides et hydriques. Donc, voilà, c'est... Peut-être compléter. Oui, vas-y. En fait, on a vraiment regardé, fait le tour des outils qui pouvaient permettre de protéger là, les milieux humides sur notre territoire. Actuellement, le bilan qu'on a, c'est qu'à peu près 50% de nos milieux humides font déjà l'objet d'une mesure de conservation. Fait que ce soit une entente de compensation, un zonage de conservation. Ça peut être des milieux qui se situent dans des aires protégées, le RCI. Fait que, il y a différents outils. Fait que là, avec la réglementation qu'on souhaite éventuellement adopter, c'est un 36% là, qu'on va venir ajouter là, en termes de conservation là, au niveau de ces milieux-là. Fait qu'on a quand même déjà un bon acquis. Là. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de MRC au Québec là, qui peuvent dire qu'ils en ont fait autant là, actuellement pour protéger leur milieu humide. Parfait, merci. Je vais prendre une question en ligne. Je vais prendre les premiers tours de parole pour commencer. Donc, Monsieur Lagacé, on va patienter un petit peu. Monsieur, puis d'ailleurs, je rappelle aussi, on encourage vraiment le plus possible pour les personnes en ligne d'écrire vos questions. Bonjour, Monsieur Ali. Bonjour, à qui dois-je m'adresser? Ah, OK. À qui dois-je m'adresser pour voir si un projet de construction via un entrepreneur privé viendra compromettre la conservation d'un milieu humide d'intérêt comme celui derrière le boisé Falardeau sur le terrain détenu par Robco? Donc, en fait, si je comprends bien, on souhaite savoir à qui s'adresser pour savoir si un projet a un impact sur les milieux humides. Si telle est la question, en fait, on vous dirigerait vers le 3.1 pour analyser plus finement le cas, puis ensuite, un professionnel là, d'une de nos équipes vous répondra dans la mesure du possible. Oui, parfait. Juste aussi un rappel, mais il est possible de visualiser les milieux humides d'intérêt là, sur la carte interactive de la ville. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez aller voir là, si justement il y a un terrain, s'il y a un milieu humide sur un terrain. Puis, voilà. Peut-être juste une dernière question en ligne. Monsieur Pierre-Luc Baudouin-Thibodeau. Je vais éviter l'acronyme. Là. Si le ministère de l'Environnement, on s'entend, autorise des travaux dans les milieux humides pour l'aménagement forestier. Quelles sont les normes ou seront les normes de la Ville pour décider de la viabilité du projet? Donc, On avait eu une petite question similaire là, la semaine passée là-dessus. C'est ça, pour tout le volet forestier, là, on était vraiment embêtés. Là. On a demandé là, à des universitaires là, de nous aider à voir clair là-dedans. Dans la réglementation provinciale, là, il y a déjà des normes là, où il y a certaines exemptions ou certaines déclarations d'activités qui peuvent être faites pour permettre des activités là, au niveau forestier. Puis
ce qu'on voit là, sur notre territoire, c'est qu'au niveau des pressions qu'on a dans nos milieux humides où on retrouve des arbres, là, c'est des pressions qui ne sont pas très fortes. T'sais, on n'a pas des coupes totales là, sur notre territoire. C'est très rare. Là. On avait fait un bilan là, dans le plan régional. Là. Je vous invite à aller le voir dans le portrait. Donc, c'est très, très minime, là. Mais somme toute, là, ce qui est proposé dans la réglementation provinciale, là, actuellement, on envisage de s'y coller, là. Parfait, merci. Petite question rapide. Quelle est la date visée pour l'adoption du document complémentaire? En fait, comme on l'a mentionné tout à l'heure, on n'a pas de date fixée pour l'adoption. Idéalement, ce serait rapidement, mais bien entendu, on attend de voir l'évolution et on ne sait pas à quel rythme évoluera le cadre législatif. Donc, on vise 2024. Par contre, ça pourrait arriver après 2024, mais idéalement, là, le plus rapidement possible, considérant nos objectifs et nos orientations là, qui sont bien mises sur la table. Parfait, merci. Je vais prendre une question en salle, puis ensuite, je prendrai la main levée de M. Alexandre Turgeon en ligne. Allez-y. Bonjour, je me présente Jean-François Guérin. Ça fait 2 fois qu'on parle de la loi 22. Je voudrais savoir c'est quoi les intentions de la Ville face aux citoyens qui sont très près du milieu humide. Je parle dans une question personnelle. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ont réalisé des travaux avec des droits acquis respectant la réglementation qui était dans le passé. Est-ce que la Ville a l'intention, je ne comprends pas pourquoi que la question n'a pas été posée par d'autres membres, je dois être seul dans ce cas-là, est-ce que la Ville a l'intention de se servir de la loi 22 pour mettre de la pression ou littéralement exproprier certains propriétaires, et peu importe la zone? Parfait, merci. Peut-être. Prends la parole? Je ne vois pas jusque là-bas, mais allez-y. Peut-être, En fait, peut-être. on est allé déposer un mémoire dans le cadre de la loi 22. L'objectif, ce n'est pas d'exproprier les propriétaires, là. Il y a vraiment tu sais, là, vous parlez de travaux qui ont déjà été faits, vous êtes déjà vous avez déjà fait certaines modifications. Il y a ce que vous avez déjà au niveau de l'acquis. Mais des fois, c'est souvent dans les cas où il y a des intentions, par exemple, de construire en milieu humide ou, excusez-moi, je ne m'attendais pas, je vous laissais aller, j'écoutais l'équipe répondre, là, donc je m'y mets un peu plus, là. Donc, ce qu'on veut, c'est dans un cas, justement, dans les circonstances, par exemple, où il y a l'aspect d'expropriation, là, de payer, c'est d'arriver à payer la juste valeur, en fait, dans ces situations-là. C'est parce qu'actuellement, quand il y a des intentions de développer dans des secteurs, par exemple, où il y a des milieux humides et hydriques, on est amené si on ne veut pas qu'il y ait de développement, par exemple, on est amené à payer des sommes qui ne sont pas nécessairement à la valeur d'actuelle. Donc, ce qu'on veut, c'est payer la valeur juste et non le potentiel de ce que ça pourrait éventuellement être. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là là, que la Ville est venue déposer son mémoire. Là. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ma question était plus tranchante que ça. Ben, Les citoyens du lac Saint-Charles, on sait qu'il y en a beaucoup, là, qui sont trop près avec les anciennes normes, qui ont construit avec des permis dans ce temps-là. Est-ce que certaines maisons qui ne seraient plus aux normes aujourd'hui pourraient être expropriées? Exemple, un propriétaire qui ne voudrait pas se conformer à champ d'épuration et compagnie. Là, j'y vois littéralement un manque de bon vouloir, mais quelqu'un qui serait conforme au jour le jour, pourrais-tu être mis en expropriation suite au règlement que vous proposez, ou de dire maintenant la Ville va peut-être avoir un pouvoir supplémentaire pour dire on retire ces maisons-là vu qu'ils ont un impact avec une nouvelle réglementation, tandis qu'elles auraient été construites auparavant. Je vous donne un exemple. Avec des droits acquis. Auparavant, les droits acquis étaient de 15 mètres, je vais dire des milieux humides, là, je ne sais pas c'est exactement quelle ligne. Par après, je pense qu'en 2017, 2018, on a monté à 20 mètres. Peut-être dans le futur, on va monter à 25 ou 30. Je ne sais pas si c'est votre intention. Ce que je veux savoir, est-ce que les propriétaires du lac Saint-Charles, les propriétaires de tous les autres milieux humides doivent s'attendre à certaines expropriations bien précises pour des raisons qui soient valables ou pas, qu'on n'ait pas le choix en bon français?
C'est ça une expropriation, là. C'est pas Oui, juste oui. une question de payer la valeur au Non, pot. non, 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 Il y a non, des, je comprends. il y a des gens qui sont bien installés depuis des années, qui se conforment au fil des années. Mon champ d'épuration est plus conforme, j'en construis un nouveau, parfait. Maintenant, je le construis aux nouvelles normes. C'est correct, ça, on évolue tous, là. Par contre, une personne qui suivrait cette réglementation-là, pourrait-il être exproprié pareil? C'est juste ça ma question. Les représentations qui ont été faites, c'est pas dans cette Optique-là. optique-là. Là. Parfait. Donnez-moi un exemple d'expropriation qui pourrait avoir lieu. J'aimerais avoir un exemple concret. On exproprie quelqu'un qui a un bâtiment ou pas. Je vais peut-être laisser M. François Trudel donner des précisions. Répondre. Je pense qu'il y a un enjeu, oui. pardon, excuse-moi, François. Il y a l'air d'avoir un enjeu de son. Oui, attends un petit peu. OK, là, on t'entend. Je pense que c'est Vous peut-être. m'entendez? Oui, là, on t'entend bien. Ouais. Bon, parfait. Donc, juste pour bien cadrer la première chose concernant la loi 22, la loi 22 a deux grandes dispositions. Il y en a une qui vient baliser pour les pouvoirs publics, les corps publics à des fins publiques. Et le projet de loi 22, on le dit, c'est un projet de loi. Il n'est pas encore adopté. Donc, d'une part, il vient mieux baliser les processus d'expropriation et la valeur de la compensation lors de l'expropriation d'un corps public par rapport à un bien privé. Et ça, c'est à toute fin et à toute utilité publique qui sera jugée par le corps public. Puis quand on parle de corps public, ça peut être une municipalité, ça peut être un ministère. Ça, c'est la première partie qui n'est pas actuellement en vigueur. La deuxième partie, ou une partie qui a touché plus étroitement les municipalités, c'est qu'on venait assimiler les dispositions de l'article 113 de la LAU à une condition où, à l'inverse, les citoyens qui étaient assujettis à une contrainte naturelle, eux, avaient le droit de demander à être expropriés. Donc, c'est cette disposition-là que les municipalités remettent en question. Donc, devant ce flou-là, actuellement, plusieurs municipalités ont décidé d'adopter un PRM à charge, de signifier au gouvernement les milieux qu'elles souhaitaient conserver, de signifier également leur stratégie de conservation, de compensation et de restauration. Mais dans ce contexte-là d'incertitude, ça devient hasardeux d'aller poser une contrainte supplémentaire, appelons ça comme ça, sur de très vastes étendues de territoire. Donc là, on pourrait être dans une situation où on serait dans l'obligation d'exproprier. Donc, ça c'est le cadre actuel. Donc, actuellement, puis pour répondre un petit peu plus clairement, avant d'exproprier une propriété, bien, de un, il faut qu'il y ait une utilité publique, et de deux également, lorsque quelqu'un est dérogatoire ou à tout le moins est contrevenant, puis là, vous donnez des exemples soit de droits acquis, où là, la personne, même si la propriété n'est pas dans une situation où elle serait aux normes concernant l'implantation d'aujourd'hui. Puis ça, on parle pas, on parle simplement en termes d'urbanisme. Donc, ces personnes-là, c'est tout à fait légal. Donc, ce n'est pas une raison d'expropriation. À l'opposé, lorsque vous dites, ou dans l'exemple que vous donnez, sur des systèmes septiques qui seraient désuets ou d'autres contrevenants, bien là, il y a une série d'inspections qui peuvent être faites, puis il y a une gradation aussi dans les sanctions. Mais on ne peut pas exproprier une propriété parce qu'il y a une dérogation à un règlement municipal. Il faut une utilité ou une fin publique. Est-ce que la fin publique, ça serait, dans le cas hypothétique, la protection du lac Saint-Charles, mais il faut qu'il y ait une valeur intrinsèque. Bref, avant d'arriver là, il y a une série de moyens et une série de gradations de moyens qu'il faut mettre en place. Puis pour répondre à la question initiale, non, tout à fait. Actuellement, le geste qu'on pose, c'est de prendre les dispositions du PRMHH, l'intégrer dans le schéma d'aménagement et là, signifier au gouvernement, par ce truchement-là, ben voici les milieux d'intérêt qu'on souhaite mettre en valeur. Parfait, merci. C'était complémentaire. C'est mon patron. Merci. Bien, on va prendre quelques questions en ligne maintenant. On est dans les deuxièmes. Ah non, c'est vrai, excusez, j'avais donné un droit de parole à M. Alexandre Turgeon. Puis, je vais vous envoyer une demande d'ouvrir votre micro. C'est fait. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Merci.
je vais réinsister, moi, sur le caractère intérimaire d'un RCI. Peut-être qu'on a une mauvaise compréhension de ce que ça devrait être un RCI à Québec parce que la CMQ en a 2 en vigueur depuis un depuis 13 ans, là. Ce qui est tout à fait pour moi une anomalie, là. Un règlement de contrôle intérimaire, tu te dotes d'un outil de protection temporaire pour donner le temps à la municipalité de réfléchir sur les moyens et les stratégies qu'elle veut employer à plus long terme, puis de se donner le temps de réfléchir aussi sur qu'est-ce qu'on fait. Puis là, dans le cadre du PRMHH, ben, c'est quoi les mesures de protection, c'est quoi les outils réglementaires qui doivent être mis en place. Et le cas échéant, est-ce qu'il y a Pour moi, la loi 22, c'est la loi sur l'expropriation. Puis ça, c'est un critère ultime, mais on n'a pas besoin d'exproprier les milieux humides pour les protéger, sauf si on veut en faire un usage public sur un terrain privé. Là, je comprends qu'il faut qu'on aille exproprier, mais ce n'est pas le cas majoritairement. Alors, moi, je ne comprends pas qu'on exclue de se donner un outil de protection temporaire pour 12 à 24 mois qui a un effet de gel sur ces terrains-là qui sont identifiés, le temps que la ville se réfléchisse à c'est quoi ses stratégies à long terme, plutôt qu'être dans un vide pendant encore on ne sait pas combien de temps, puis d'être dans la même situation qu'aujourd'hui, où je veux bien croire qu'il y a déjà des outils de protection pour 50 des milieux en place, mais ça veut dire qu'il y en a quand même un 50 qui n'ont aucune protection actuellement. Je vais peut-être juste préciser, mais M. Turgeon, en fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est directeur du Conseil régional de l'environnement de la capitale nationale, le Désolé. CRE, qui ont été aussi qui ont contribué à l'élaboration du PRMHH. Naomi, tu avais des éléments de réponse? Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les réflexions là, de la ville, de l'agglomération en lien avec le cadre normatif à mettre en place et le projet de loi 22 qui est entré un petit peu par la bande, c'est que ce projet de loi-là augmente en fait les risques pour la ville et l'agglomération en termes d'indemnisation. Puis quand on parle d'expropriation déguisée, il y a le geste qu'une ville pose volontairement, mais il y a également les gestes involontaires, en fait, qu'une municipalité là, a dans sa cour. Donc, non. Notamment, en fait, ce qu'on a détecté, c'est le fait que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme nous permet de protéger les milieux humides ou en fait, ce qui se trouve à proximité. Par contre, les articles 170 et 171 du projet de loi, tels que rédigés lorsque déposés, font en sorte que des milieux que la ville a déjà protégés par des moyens qui sont tout à fait légaux, qui sont tout à fait légitimes, pourraient aussi s'avérer, en fait, la ville devrait indemniser les propriétaires dans ces zones. Donc, le grand risque, c'est, en fait, ce qui entre dans la balance d'adopter ou non un cadre normatif ou en fait de renforcer le cadre normatif, c'est cette indication-là que tout acte municipal, même adopté en fait conformément et légitimement, pourrait passer pour une expropriation déguisée. Et le projet de loi ne nous donnait pas d'indication par rapport à son effet. Donc, l'effet rétroactif et l'effet dans le futur. Donc, voilà une des raisons, en fait, qui est entrée dans la balance, là. Puis, comme vous le dites, effectivement, le règlement de contrôle intérimaire nous permet, dans l'attente d'un règlement permanent, de réfléchir à ce dérèglement et de mettre des normes qui sont, en fait, qui sont temporaires. Par contre, ici, on est venu proposer une première modification pour les orientations et les objectifs. Puis, en fait, le règlement de contrôle intérimaire doit précéder une deuxième modification qui, comme vous le dites, là, doit être imminente là, normalement. Donc, voilà.
Parfait, merci beaucoup là, de cette réponse bien complète, j'espère, pour tout le monde. Donc, on entre dans des deuxièmes tours de parole. Monsieur Lagacé, je ne suis pas tout à fait certaine de comprendre sa question. Je ne suis pas certaine que ce soit tout à fait connecté au sujet du jour. Il demande, est-ce que les grandes cuvettes géologiques, dépôts marins comme la cuvette de Charlebourg seront identifiées et considérées soit pour la protection de biens et personnes? Il mentionne la page 7, carte 21, territoire d'intérêt écologique. On fait mention de détails à l'annexe 7. Où peut-on trouver cette annexe? Fait que là, moi, je comprends. Naomi, aide-moi. Je pense qu'il y a peut-être une petite confusion parce que dans le fond, effectivement, sa mère décisionnelle pouvait mener à confusion vu qu'il présentait le nouveau, ben, le chapitre 4 modifié. Vas-y. Oui, en fait, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les sections là, qui sont en annexe du projet de règlement sont les sections complètes. Donc, la carte 21, qui est la carte des territoires d'intérêt écologique, n'a pas été modifiée du tout. C'est une carte qui existait dans notre schéma. Les cartes qu'on est venu ajouter sont la carte 21.1 et la carte 21.2. Donc, pour les territoires d'intérêt écologique, ils demeurent tels quels. Parfait. Merci. Donc, bon, si jamais M. Lagacé, vous pouvez renvoyer une question, mais c'est sûr que là, aujourd'hui, on traite vraiment là, de la carte plus 21.1 et c'est les milieux hydriques. Parfait. Ensuite, OK. Ben, M. Lagacé, il venait de donner une précision, j'aurais peut-être dû commencer avec ça. Aussi, sur sa question, on a parlé de zones inondables un petit peu plus tôt. Il dit sa question sur les débordements et déversements, ce ne sont pas des zones inondables, mais ce sont des zones de ruissellement ou d'incapacité du réseau d'égouts. Ouais. Moi non plus. Monsieur Lagacé, si vous pouviez nous renvoyer votre question complète là, par rapport à votre préoccupation là, pour ces zones de débordement et de déversement. Au besoin aussi, sinon, vous pouvez toujours lever la main. Là, je pense qu'à ce stade-ci, on va avoir un échange un petit peu plus direct. Merci. Pierre-Luc Baudouin-Thibodeau, de nouveau. J'aurais aimé une navigation web pour montrer où trouver le RAVQ 1310 et voir une superposition des nouveaux amendements du RAVQ 1584. Vous pouvez toujours vous diriger en fait vers le portail des règlements de la Ville de Québec ou taper sur Google RAVQ 1310. Donc, en fait, le RAVQ 1310, c'est le règlement qui nous a permis d'adopter le schéma d'aménagement et de développement révisé là, tel qu'on l'a fait en 2020. Donc, c'est un règlement qui nous permet justement là, de modifier. En fait, le schéma devient l'annexe 1 de ce règlement-là. Donc, le schéma d'aménagement, le gros volume, est l'annexe 1 du RAVQ 1310. Donc, pour faciliter la superposition, là, vous pouvez simplement prendre le schéma d'aménagement révisé, puis remplacer les sections là, qui sont nommées dans le projet de règlement 1584, là, donc le chapitre 4, la section 4.2, les sous-sections associées et le chapitre 7 pour le plan d'action, donc toujours les grandes orientations capital durable et capital résilient. Parfait, merci. On en prend note aussi peut-être pour la prochaine consultation là, de faire un document peut-être plus étape par étape. On va évaluer, mais je pense qu'il y avait vraiment une question de volonté de compréhension pour les citoyens là, de présenter le document final. Monsieur Lagacé, de nouveau. Monsieur Lagacé, vous avez plusieurs questions. Je vois que vous avez levé la main. Je vais vous permettre de parler, puis vous allez pouvoir nous poser vos questions librement. Pour l'instant, j'ai pas de. J'ai quelqu'un qui se lève en salle, donc peut-être qu'éventuellement, je vais devoir vous interrompre. Mais je vous donne le droit de parole. Allez-y. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bon, on va parler de la question des débordements et puis des déversements. D'abord, ce n'est pas des zones inondables, madame. Je ne me souviens plus de votre nom, là, juste. Il y a madame Mann. Moi, je suis Madame Mann, excusez-moi, madame Mann. C'est dû probablement à cause des changements climatiques. Il y a des épisodes de pluie intense qui se font dans les quartiers. Il y a des ruissellements importants.
Et à cause des pentes géographiques, ces ruissellements se trouvent dans des secteurs très importants. Moi, je suis surtout dans le quartier de Saint-Ville. Il y a eu depuis plusieurs années des épisodes de débordement, de ruissellement. Et le réseau d'égouts de la ville ne résiste pas à ces débits-là, ces niveaux-là. Je crois que dans le cadre de votre règlement ou d'un règlement revisé futur, ce serait intéressant de cartographier ces zones-là où c'est réellement des contraintes naturelles qui affectent les biens des personnes, puis tout ça. Puis, de plus en plus, on va les connaître parce que c'est facile avec les débordements dans les sous-sols. On peut cartographier facilement ces zones-là. Fait que c'est une idée. Comme vous cartographiez les zones quartiques et les zones d'affaissement de terrain aussi, mais je crois maintenant qu'il y a une nouvelle dimension là, occasionnée principalement par les épisodes de pluie intensive. Et puis, ça touche des secteurs très précis dans la ville de Québec. Fait que je pense qu'il faudrait aussi les cartographier pour protéger les biens et les personnes. Fait que c'est ça, c'était pour ça mon intervention. Puis souvent, ces déversements-là se font dans les rivières. Puis souvent, c'est des déversements mixtes, égouts et eaux de ruissellement. Fait que ça affecte aussi les rivières. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. C'était une suggestion pour... je ne sais pas si vous pouvez l'intégrer dans le règlement. C'est probablement trop tôt, mais c'est quelque chose à faire éventuellement hein, parce qu'il va y en avoir de plus en plus. Vous voyez qu'on est en train de s'échanger, mais je vais vous laisser aller. Allez-y. Ben, la ville est préoccupée là, par tous ces éléments-là de changement climatique actuellement, puis des débordements. Puis on est en lien avec l'ingénierie, surtout pour voir comment on peut infiltrer l'eau différemment avant qu'elle déborde, mais c'est certainement pas... c'est intéressant, mais c'est pas un milieu d'intérêt en soi à identifier là, dans notre sujet d'aujourd'hui, qui est le plan régional des milieux humides d'intérêt. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte là, dans notre planification de l'aménagement du territoire, mais c'est plutôt au niveau des ouvrages de gestion des eaux pluviales ou peut-être au niveau de l'ingénierie travaille aussi pour l'infiltration, arrêter les infiltrations dans les réseaux. Fait qu'il y a plein d'autres travail là, qui se fait au niveau de la ville, mais peut-être pas au niveau du plan régional, là, par contre. Effectivement. Donc, comme Marilyn l'a mentionné, en fait, peut-être que le schéma d'aménagement, ce n'est pas le bon véhicule. Clairement que ce que vous dites est pertinent, puis ça nous sert là, effectivement dans la planification de notre territoire. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qui est dans le schéma d'aménagement et de développement est bien encadré là, par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, cette loi-là définit le contenu obligatoire et facultatif là, du schéma d'aménagement. Mais très clairement là, que cette considération-là sera prise et peut-être intégrée dans un autre moyen ou outil là, d'aménagement. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que je peux donner des précisions sur une autre question? Oui, allez-y. Bon, j'ai regardé vos cartes attentivement, tout ça, puis d'abord, c'est difficile à voir, hein? Il faut prendre la carte de la ville puis faire une correspondance avec vos cartes. Souvent, il n'y a pas de point de repère facile sur vos cartes, mais je comprends très bien les difficultés de publication, puis d'édition, puis tout ça. Mais moi, il y a un ensemble d'étangs importants, des étangs naturels qui sont dans le quartier d'Orsainville sur le terrain du Golfe de la Fonde. C'est des étangs avec des rives marécageuses, souvent, et qui sont fréquentés par des centaines de bernaches à chaque migration. Et je ne les retrouve pas du tout dans vos cartes, ni vos cartes d'intérêt hydrique, ni vos cartes d'intérêt écologique, ni vos cartes. C'est comme s'ils étaient fantômes, tous ces étangs-là. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'est parce que c'était terrain privé? Mais c'est des étangs très essentiels puis qui se situent dans un corridor écologique important et qui accueille des centaines de bernaches et de sauvagines par année. C'est quasiment
pas l'équivalent des rives du Saint-Laurent, mais une petite partie des rives du Saint-Laurent qui se trouve dans ce secteur-là pour les bernaches. Puis je ne les trouve pas dans vos cartes. Pourquoi qu'ils sont pas, ils ont passé à travers tous les filtres ou les consultations que vous avez faites. Je ne sais pas pourquoi ils ont passé tout droit, là. Fait que ça, c'est un point que je voulais. Ensuite, j'ai remarqué sur vos cartes des milieux humides qu'il y a certains petits milieux humides qui ont disparu. Ils étaient considérés comme autres milieux. On a, entre autres, dans notre coin, un étang là, historique, l'étang des Dombrowski, qui était un petit étang avec un petit marais, qui était dans les cartes antérieures considéré comme des autres milieux humides, puis qui n'est plus là. Je ne sais pas si c'est l'échelle de vos cartes finales, mais on ne le voit plus. Ce n'est pas un milieu d'intérêt, mais c'est un milieu humide, puis il avait déjà été mentionné dans vos cartes antérieures. Fait que ça, c'est un autre point là, que j'ai remarqué. Je vais essayer de répondre à vos questions. Oui. Premièrement, je comprends que sur les petites cartes, là, que dans les documents là, auxquels vous avez accès, là, les PDF, ce n'est pas très gros. Je vous invite à aller voir la carte interactive qui est publiée là, sur le site du plan régional. Là, vous avez vraiment plein de repères là, pour bien vous localiser. Puis, effectivement, il y a peut-être plein de petits milieux humides qui n'apparaissent pas là, sur les documents PDF là, que vous allez pouvoir repérer là, sur la carte interactive. Ensuite. Oui? Non, continue, je vais aller. OK. Pour la question d'identification des milieux hydriques d'intérêt, on a utilisé là, les critères là, qui sont présentés là, dans le plan régional. Là. Je vois exactement là, de quel secteur vous parlez. Là, effectivement, là, il y a des secteurs là, où les cours d'eau s'élargissent là, dans ce coin-là et qui forment là, des espèces d'étangs. Il y a également beaucoup d'étangs là, qui ont été aménagés là, dans le golfe, là, qui ont été remodelés. Là, c'est ça. Avec les critères là, qu'on a utilisés, là, ces milieux-là ne ressortaient pas d'intérêt. Ce n'est pas des milieux qui font partie d'aires protégées ou d'espaces là, avec des statuts particuliers. Ce n'est pas un site qui est dans un bassin versant de prise d'eau. Ce n'est pas un site dans un grand corridor écologique. Là, la rivière du Berger, là, elle est retenue dans cet aspect-là, là, corridor écologique, là, mais les petits étangs sont considérés comme étant isolés. Là, donc, malgré que la notion de corridor peut être plus élastique. Là. Ensuite de ça, dans les critères, là, au niveau du zonage de conservation, ce n'est pas le cas ici. C'est un critère qu'on a utilisé pour nos milieux d'intérêt. Pour les usages récréatifs, c'est vraiment les propriétés municipales, là, effectivement, qui ont été retenues dans ces critères-là. Je pense qu'on a fait pas mal de tours pour le volet hydrique. Ah, il y a les habitats de poissons. De poissons, là, l'omble de fontaine, là, tous les cours d'eau qui ont de l'omble de fontaine là, et qu'on le sait, ils ont été retenus là, comme étant d'intérêt. Il a fallu trancher, là, en fait, mais que les cours d'eau soient d'intérêt ou pas, l'idée, c'est toujours d'éviter puis de minimiser les impacts. Là, puis le volet réglementaire, là, la plus-value, si vous voulez, là, au niveau des milieux humides, dans le contexte actuel, au niveau du régime transitoire là, qui de responsabilité provinciale, on n'aurait pas pu, de toute façon, venir réglementer ces milieux-là. Fait qu'il y a plusieurs actions là, quand même dans le plan régional là, qui ne sont pas de nature réglementaire, qui visent à acquérir des connaissances, à agir sur les pressions là, sur l'ensemble des milieux humides et hydriques. Là. On a identifié plusieurs actions. Là. Fait, je pense, en tout cas, je ne sais pas si ça vous satisfait comme réponse. Bien, ça
ça m'explique une partie de la réponse, là. Moi, j'avais peut-être une autre préoccupation très rapidement, là. C'est l'identification des corridors de biodiversité là, qui sont dans vos cartes, mais vous appelez ça des corridors récréo-touristiques, je crois. Je crois que ces corridors-là, ça mérite une caractérisation éventuellement. Et un corridor, ce n'est pas seulement une ligne, un tracé comme une autoroute, hein. C'est tout un ensemble d'écosystèmes qui se rattachent à ça. Et sa force, c'est le fait, puis sa connaissance, sa protection, c'est de connaître les écosystèmes de ces corridors-là. Fait que je voulais savoir si la ville, dans d'autres étapes ultérieures, va les identifier, les caractériser, ces corridors-là, par rapport aux ensembles d'écosystèmes qui les composent. Et aussi, j'ai remarqué que les corridors d'emprise hydroélectrique, vous ne les avez pas considérés comme tels, mais c'est réellement aussi des corridors de biodiversité importants. Dans le quartier d'Orsainville, on en a plusieurs corridors hydroélectriques qui servent de corridors de biodiversité. Pourquoi les corridors hydroélectriques, vous ne les avez pas inclus dans votre réglementation? C'est peut-être parce que c'est une société du gouvernement ou je ne sais pas, là. Non, en fait, tu sais, nous, pour le plan régional, on a vraiment mis l'accent sur les milieux humides et hydriques. Fait que, tu sais, les grands corridors, là, c'était les corridors des grandes rivières là, qu'on a considérés ici, mais effectivement, cette notion de corridor-là, elle est beaucoup plus large. Puis lorsqu'on s'attarde aux aspects fauniques, tu sais, aux corridors qui sont vraiment structurants, là, Oui. il y a vraiment une réflexion qui va se faire là, dans les prochains mois là, dans le cadre de la stratégie sur la biodiversité. Fait qu'il y a beaucoup d'actions là, qui se font actuellement à cet égard-là. Il y a une étude de la CMQ qui avait été produite aussi sur les notions de corridors écologiques. Il y a le plan des rivières qui est venu aborder cette notion-là également, mais dans un contexte plus de mise en valeur là, des rivières et des corridors en marge du fleuve, puis au niveau de la couronne forestière. Mais soyez rassurés, là, c'est vraiment une question sur laquelle on va se pencher là, dans les prochains mois au niveau de la stratégie de la biodiversité. Et puis finalement, je voudrais vous Monsieur féliciter. Lagacé, Je voudrais vous féliciter pour votre bon travail. Vous avez fait un travail extraordinaire qui va marquer un point important dans la protection de ces milieux-là. Fait que je vous félicite beaucoup d'avoir eu le temps, l'expertise et puis le courage d'amener ce règlement-là puis ce plan-là. Fait que merci beaucoup. merci à vous. Hmm. On attendait en salle depuis un moment, puis ensuite, je donnerai la parole à Mme Boulanger. Allez-y, monsieur. Pour aller dans le même sens que M. Lagacé, moi aussi, je vais y aller de félicitations. Les arpenteurs sur le terrain ont travaillé fort. Ça s'est ressenti dans les dernières années. Moi, ça fait un petit bout que je suis le sujet, là. Je vais encore parler du lac Monette parce que c'est une passion. Il y a eu beaucoup de pression dans les dernières années par certains individus au niveau du lac Monette. La ville a fait ses devoirs là-dessus. Là. Je fais un petit peu de politique. Là. A fait ses devoirs là-dessus. Ça s'est grandement amélioré. Malheureusement, de ce que j'en ai compris par certains propriétaires, on a peut-être juste déplacé le problème vers l'ouest, vers le lac des Roches. Je vais y aller d'une suggestion. On a parlé à quelques reprises de revalorisation, d'éducation. Moi, j'ai appris beaucoup dans les dernières séances avec M. Jutras quand il est venu. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est des endroits qui sont déjà des lieux de rassemblement naturel. Quand je dis naturel, aucun rapport avec la nature. Là. Les gens aiment être sur le bord d'un cours d'eau. Les gens aiment être près de la nature, être légèrement isolés. Des endroits comme ça, il y en a très peu. Je pense, dans la ville de Québec, j'ai toujours été dans le bois, on va dire, là, de cette qualité-là. Ça serait-tu un exemple, en plus de ça, on va se servir de la loi 22 parce que c'est déjà des propriétés de la ville. Est-ce que ça serait un exemple de dire on va revaloriser ces endroits-là, lac Monette, lac des Roches, peut-être qu'il y en a d'autres, qui sont des milieux que l'être humain est naturellement attiré pour éduquer les gens de la ville, pour leur offrir un endroit de quiétude. On pourrait canaliser les bonnes personnes qui savent se servir de la nature, leur offrir des endroits qui sont paisibles et peut-être, je vais le dire dans mes mots, là, je ne suis pas un grand orateur, enlever la rapace ou la vermine qui fait absolument n'importe quoi dans le bois.
Si les gens occupent un territoire et le font de bonne foi, profitent de la nature sans tout détruire, peut-être ça serait plus le fun pour certains propriétaires privés de dire venez-vous-en, venez voir qu'est-ce qu'on a dans la forêt, venez profiter de la forêt tout en la respectant. Là, ce qu'on vit dans la couronne nord au niveau du lac des Roches, puis j'en veux pas aux gens qui font du vélo, j'étais un ancien cycliste, on se fait des trails à peu près n'importe où, on pense qu'on est chez nous partout, on rentre un vélo, après ça c'est un motocross, après ça c'est un 4 roues, après ça c'est un truck. Si on canalise ces gens-là autour des milieux humides, on leur enseigne que même une légère empreinte humaine peut donner des grands résultats au final qui sont néfastes. Je pense que ça pourrait être positif. C'est juste une suggestion. Oui, merci. Mais en fait, dans le plan régional, il y a vraiment un grand volet de sensibilisation là, qu'on veut faire. Là, ça, on le sait, là, on est très au courant que lorsqu'il n'y a pas de sentier aménagé, puis qu'il y a, c'est pas clairement délimité, les gens ils vont n'importe où. Ça fait beaucoup plus de pression. Là. C'est mieux d'aménager, canaliser les déplacements. Là. Pour faire ça, ben, c'est sûr que normalement, il y a toujours des plans directeurs là, qui sont faits. Là. Je ne sais pas si c'est dans la mire pour ces secteurs-là. Ce que je trouve intéressant à vous entendre M. Lagacé en ligne aussi, c'est qu'il y a une grande cohérence dans ce qui se travaille actuellement à la Ville de Québec. On a le plan régional des milieux humides et hydriques qu'on travaille, qu'on vient présenter aujourd'hui avec la modification au schéma d'aménagement. On parlait tout à l'heure de la biodiversité, donc de tout le travail sur la stratégie de la biodiversité qui vise les corridors, qui vise à aller voir un peu comment on maintient cet lieu de diversité-là au niveau biologique et environnemental. Et de l'autre côté, quand vous parlez de l'appropriation de l'environnement pour pouvoir, oui, aller voir cet environnement-là, mais le vivre, là, on est en train de travailler aussi le plan de plein air urbain à la Ville de Québec. Donc, tous ces éléments-là sont imbriqués les uns dans les autres, hein, parce que quand on a un plan plein air, on permet aux citoyens d'aller s'approprier son milieu, de pouvoir aller voir ces milieux humides et hydriques-là, donc de se les approprier et d'y faire attention au niveau de la biodiversité. Donc, en fait, ce que je constate, c'est qu'il y a une grande cohérence dans l'ensemble des plans qui se travaillent aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur le schéma d'aménagement, plan régional des milieux humides et hydriques. Mais oui, c'est vrai qu'on parle de biodiversité. Oui, c'est vrai qu'on parle du plein air urbain parce que plus les gens vont s'approprier leur milieu, plus les gens vont y faire attention et vont souhaiter le préserver. Donc, je sais il y a plusieurs gens qui ont participé aussi aux consultations en lien avec le plan air urbain. Un des enjeux qu'on a dans différents secteurs, vous parlez du coin du lac des Roches, c'est le nord de Charlesbourg. Charlesbourg et bon, là, ça c'est dans mon arrondissement, est rempli de verdure, est rempli de lieux de forêt et autres, mais la plupart sont privés. Donc, on a peu d'espaces qui appartiennent à la Ville de Québec qui permettent aux citoyens de s'approprier l'environnement nature. Donc, on a un travail de ce côté-là à faire, puis c'est pour ça aussi que le plein air urbain est venu nous permettre d'aller identifier où les gens font du plein air, par exemple, dans Charlesbourg, puis comment on peut travailler pour que les gens se l'approprient. Donc, il y a vraiment... c'est un beau casse-tête, mais un beau casse-tête qui se tient, qui fait une belle image de notre ville. Donc, il y a une belle cohérence, j'ai l'impression. Merci. Est-ce qu'on peut espérer, suite, je donne un exemple, là, en haut de la rue du Villonnet, les endroits qui ont été éliminés, puis on n'a pas le choix. À un moment donné, ça prend des maisons, le monde, faut qu'il se loge, là, ça, je le comprends très bien. Est-ce qu'on peut espérer que quand il va y avoir des montants versés, ça soit directement lié avec un projet? OK, on a démoli ça, mais on a revalorisé ça. Peut-être pour le citoyen, ça lui offrirait une belle transparence, puis des fois, ça fait avaler la pilule. Tu sais, la personne a un bois derrière chez eux, il y a un milieu humide, ça fait 10 ans qu'elle va là. Non, elle n'est pas chez elle, mais elle l'apprécie. Mais on t'enlève ça, puis on te présente un autre projet. Peut-être que pour le citoyen, ce n'est pas tout le monde qui vient dans des assemblées comme ça. Peut-être que pour les citoyens, ça serait plus facile à dire, OK, ils vont me clencher 800-900 maisons en arrière de chez nous, fait 10 ans, je vais là, mais j'ai un autre secteur que je pourrais aller. On me le présente, on l'a aménagé, on l'a revalorisé parce qu'il est magané. Là, on pourrait montrer des photos avant et après dire, on avait ça. Là, on s'en sert maintenant pour faire mieux. Est-ce que ça pourrait être des projets qui seraient concrets avec les sommes amassées par les milieux humides qui vont être détruits, mais qu'on n'a pas le choix? Dans le plan d'action, il y a effectivement la mise en valeur et même, on a parlé du ruisseau Sainte-Barbe, hein, c'est ça, qu'on est allé
décanaliser pour pouvoir redonner, ramener à la nature, mais permettre aux gens aussi de s'approprier certains milieux. Donc, oui, dans le plan d'action, on a ce type d'action-là qu'on vise à mettre de l'avant. Et ce que vous parlez m'amène au volet du développer autrement aussi, quand dans l'esprit de oui, on va continuer à construire, oui, on a besoin de fournir du logement aux gens, on travaille assurément en densification davantage, mais la façon qu'on va aussi construire, ça va être d'une façon de développer autrement. C'est-à-dire qu'on ne souhaite plus faire ça, raser complètement une place et juste construire de l'habitation, par exemple. On veut créer des milieux de vie. Donc, les milieux de vie veut dire, oui, peut-être qu'il y a un secteur où il va y avoir des maisons, mais il va y avoir un lieu d'appropriation, un lieu de vie, un parc, des espaces verts dans un milieu. Donc, on vise vraiment à aller travailler du développer autrement. Donc, ça fait partie de ce qui est travaillé actuellement avec l'équipe de l'aménagement du territoire à la ville. Puis merci là, de ces belles propositions. Puis on est dans un processus, on se sent dans un processus de co-construction là, d'une meilleure ville. J'ai Madame Boulanger à distance. Je vais vous envoyer une demande pour ouvrir votre micro. Madame Lison Boulanger. Est-ce que c'est correct? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous Oui. entend. Bon, moi, c'est pas long, dans le fond. Je connais très bien M. Lagacé, on travaille ensemble. Moi, c'est ce que Mme Boucher rapportait aussi. Je comprends tout ça, je comprends tout ce qui a été établi, sauf que quand on parle de mettre en arrêt, bloquer le développement avant tout, pendant 1 an, ça serait bon que les entrepreneurs n'en profitent pas non plus pour demander des permis de construction et se dépêcher à remplir les milieux humides. Ça me tracasse beaucoup. Puis à Charlesbourg, on a perdu beaucoup de milieux humides, on a perdu des choses. Puis depuis que le zoo est fermé, on a perdu un gros joyau pour nous. Et j'aimerais là, qu'on puisse récupérer certaines choses là, ou recréer certaines choses pour les gens d'Orsainville. Puis quand on parle des emprises de l'Hydro-Québec, il y a des milieux humides là-dedans, surtout dans le secteur ouest. Le secteur ouest, c'est un peu le parent pauvre d'Orsainville là-dessus. Fait que si on pouvait récupérer certaines choses, je pense que les citoyens seraient ça serait bien apprécié par les citoyens. Fait que c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. Parfait. Merci beaucoup de votre commentaire. Oui, tu veux... Oui. Ce que j'aimerais mettre en lumière aussi, c'est que on comprend bien là, la préoccupation de perte, puis tout ce qui se passe dans l'intermédiaire là, à partir d'aujourd'hui, en énonçant nos intentions et jusqu'à ce que des normes opposables aux citoyens soient adoptées. Ce que j'aimerais dire, en fait, c'est que il faut se souvenir aussi que la ville, quand même, maintient son pouvoir de déterminer où se situe le développement. Donc, il faut se rappeler également là, que en lien avec l'ouverture de rues et tout ce qui se construit sur le territoire est quand même soumis là, en fait, à l'approbation de la municipalité. Donc, c'est pas parce que aujourd'hui, on n'a pas de réglementation sur les milieux humides que ça entraîne automatiquement, en fait, une perte et que des développements auront nécessairement lieu là, dans tous les endroits où se trouvent des milieux humides et ailleurs. Là. Donc, il faut vraiment se ramener au fait que la municipalité a ce pouvoir discrétionnaire-là de déterminer là, où se situent les développements. Est-ce que je peux revenir? Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Moi, je demeure dans le secteur de la rue du Perche, là, où actuellement il y a un retour collectif là, en ce qui concerne les débordements, puis les ruissellements et tout ça. Mais moi, quand je vois qu'il y a des choses qui veulent se construire sur ce fameux terrain-là, je me demande à un moment donné, au niveau du développement des égouts et tout ça, est-ce que ça ne va pas nous occasionner des problèmes additionnels? Là? Parce que les égouts sont vieux et si on rajoute encore des gens
avec les mêmes systèmes. Peut-être juste répondre, là, parce que je pense que là, on déborde un peu là, Oui, le dossier des d'accord avec milieux vous. humides, puis actuellement, là, à ma connaissance, là, il n'y a pas de projet formel là, ou informel là, dans ce secteur-là. Là. Donc, on ne pourrait pas vraiment répondre pour un cas particulier comme ça, là, qui est pas tout à fait là, sur l'objet du règlement. Là. J'en suis En tout désolé. cas, on parlait d'un développement de rue là, à un moment donné. Là. Ça fait que c'est juste pour ça là, que ça m'inquiétait un petit peu dans le secteur. Mais c'est peut-être un projet pour vous, mais c'est correct. Je comprends que c'est peut-être pas la place là, pour en discuter. Là. Parfait. Aussi, bon, on ne l'a pas précisé ce soir encore, mais juste, je pense que la question des milieux humides et hydriques, elle attire de plus en plus l'attention. Juste de préciser, tu sais, que plusieurs projets à la ville doivent faire l'objet de consultations publiques. Puis que dans beaucoup de ces projets-là, tu sais, quand il va y avoir des milieux humides et hydriques impliqués, ben, il risque d'y avoir un accompagnement. Heureusement, mais il va y avoir des accompagnements là, des conseillers en environnement de la ville qui vont pouvoir expliquer en temps et lieu pour des situations précises, tu sais, c'est quoi, face à quel type de milieu on est, quels aménagements vont être faits, etc., etc. Donc, tu sais, il ne faut pas que les citoyens soient trop inquiets et se sentent trop laissés à eux-mêmes là, dans ces questions-là. Tu sais, je pense qu'il existe une intention de bien accompagner les citoyens lorsque la question va se présenter pour des projets particuliers. J'ai un nouveau tour de parole. Juste rappeler, le balai est 20h20. C'est sûr qu'on avait dit jusqu'à 21h. Peut-être qu'on peut se dire jusqu'à 20h30 parce que je vois de moins en moins de gens se lever. Je vois des pouces dans la salle. Donc, je vais y aller avec une question de M. Louis Desilets. J'aimerais savoir comment l'agglomération prévoit intégrer les modifications du SAD à l'avenir dans les plans d'urbanisme et éventuellement des règlements de zonage qui sont présentement en cours de révision dans les villes de Québec et de Saint-Augustin. Bien, en fait, très concrètement, ça sera par la procédure normale là, de concordance et de conformité. Plus spécifiquement, en fait, pour intégrer les normes dans le plan d'urbanisme, c'est sûr que ça fait partie là, des réflexions globales et des grandes thématiques. Pour la réglementation en soi, d'une part, il va y avoir les normes toute norme, en fait, qui sera inclue au document complémentaire devra percoler directement là, dans la réglementation de toutes les villes de l'agglomération. Donc, Saint-Augustin et l'Ancienne-Lorette également. Puis, en fait, pour l'intégration d'autres normes, à ce moment-là, là, ce sera sous la responsabilité de chacune des municipalités. Mais on rappelle que dans le plan régional même, là, on encourage les municipalités à adopter là, des outils qui permettent là, la protection des milieux humides, notamment d'intérêt là, pour favoriser la conservation sur le territoire. Parfait, merci. On parlait d'être sage, de finir à 20h30. Je n'ai plus de questions en ligne. Est-ce que j'ai une dernière question dans la salle, commentaire? Non? Parfait. Ben, alors, juste pour rappeler, de toute façon, vous avez encore des opportunités de vous exprimer. Il y a une consultation écrite qui va débuter là, en ligne dès demain. On va aussi mettre le lien là, vers la présentation de ce soir, puis l'enregistrement. Éventuellement aussi, si vous avez des collègues qui n'ont pas pu assister à la présentation de ce soir. Donc, je vais vous remercier vraiment là, d'être avec nous. Plusieurs d'entre vous nous suivez assidûment. Donc, c'est beaucoup de patience de nous accompagner des soirs comme ça. Donc, merci beaucoup de nouveau, puis aux collègues. Et puis, Mme Boucher, je vous laisse fermer la soirée. Merci. En fait, merci de faire ces étapes-là avec nous. C'est un grand processus, mais un processus important. Puis comme je le disais tout à l'heure, ce qui est bien, c'est que si vous avez l'occasion de vous impliquer dans les autres projets, quand on parlait tout à l'heure de stratégie de biodiversité ou de plein air urbain, en fait, c'est plein d'autres espaces où vous pouvez venir vous positionner ou même questionner un peu plus loin parce que je constate que ce sont des sujets qui vous intéressent aussi. Donc, je vous remercie de votre présence ce soir. Parfait. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée. Puis, à la prochaine.